Nous allons patienter encore quelques instants pour accueillir les participants. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire consacré au programme européen Bigoud avec la métropole d'Orléans et le département du Loiret. Nous clôturons ainsi une série de 4 webinaires, série au cours de laquelle nous avons retracé, chaque lundi du mois de mars, 6 ans de coopération et d'innovation au service des politiques publiques. La semaine dernière, nous avons abordé la coopération entre les collectivités et Waze. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas assisté à cette session, particulièrement riche et intéressante, le replay est disponible sur la chaîne YouTube du programme Bigoud et on va vous proposer le lien dans le chat et on y reviendra en fin de matinée. Alors, ce programme Bigoud, c'est un programme européen, Interreg, qui a été lancé en 2016. Il repose sur la recherche d'opportunités pour développer des activités à partir de l'open data. Une série de défis étaient proposés aux collectivités. Le département du Loiret et Orléans Métropole ont développé 3 projets. L'un sur la circulation des personnes en collectant et en utilisant de nombreuses données, de sources publiques ou privées. Un autre sur la sécurité des routes et un autre, enfin, sur une offre de parcours touristique et naturel dans la ville. Nous avons abordé au cours des webinaires la genèse du projet Bigoud, les formes de coopération permettant aux collectivités d'innover avec des startups. Nous avons également réalisé un zoom sur le partage des données de mobilité avec Waze. Aujourd'hui, nous allons revenir au sujet central de ce programme européen, l'open data. Comment les données publiques ont-elles été utilisées? Qu'ont-elles apporté aux différents projets? Ont-elles directement créé de la valeur pour les territoires? Pour débattre de ce sujet, je vais accueillir tout d'abord 3 invités. Pascal Tébibel, vice-président d'Orléans Métropole, Olivier Auradou, directeur général d'Equitia, Simon Chignard, consultant, expert data, open data, ancien d'Etalab et professeur à Sciences Po. Nous donnerons ensuite la parole aux 2 chefs de projet qui ont porté Bigoud durant 6 ans. Marina Aletti, chef de projet valorisation de la donnée territoriale au département du Loiret, et Vanda Turkzi, chef de projet développement des usages numériques et ville intelligente pour Orléans Métropole. Avant de les entendre, je vous précise que ce webinaire est enregistré pour être diffusé sur la chaîne YouTube du programme. Je vous précise aussi que nous garderons, comme les fois précédentes, une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Et vous pouvez d'ailleurs commencer à les poser tout au long des échanges directement dans le chat. Donc, bienvenue à toutes et tous. Et je vais, sans plus attendre, passer la parole à Pascal Tébibel pour un premier mot, une première question en guise d'ouverture. Pascal Tébibel, bonjour. Vous êtes vice-président d'Orléans Métropole. La métropole s'est engagée il y a 6 ans dans ce projet avec l'objectif d'explorer les possibilités offertes par l'open data pour répondre à différents défis. Très vite, il s'est avéré que les données publiques seules n'étaient pas suffisantes et que ces projets reposent pour beaucoup sur de nouvelles formes de coopération entre acteurs publics et acteurs privés. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement
votre regard sur cette question de la relation publique-privée à travers la data et quels premiers enseignements peut-être vous pouvez tirer de ce programme qui s'achève. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de votre invitation. Alors effectivement, il y a quelques années, on a pu croire légitimement que l'open data et l'ouverture des données publiques étaient un peu l'alpha et l'oméga de la smart city et que ça allait automatiquement générer de la valeur, des emplois et des nouveaux usages. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment le croisement des données qui permet de créer de la valeur et des usages. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une vision le plus global et le plus écosystémique possible d'un territoire, avec la société civile dans son ensemble, les citoyens, les acteurs publics et les entreprises. Et je crois que l'avenir est dans la création de communautés, on va dire, où tous ces acteurs se parlent, échangent des jeux de données qui en assurent leur mise à jour et leur utilisation. Et ça se fait dans la confiance. Je crois que le succès d'une stratégie open data repose aussi sur la capacité à créer un réseau de partenaires tout en instaurant encore une fois un cadre de confiance et de loyauté en développant une connaissance fine, vraiment très fine, des besoins des utilisateurs. Je crois que le monde est si complexe aujourd'hui qu'on ne peut plus tout faire tout seul. Et c'est la raison pour laquelle un dialogue public-privé est nécessaire, plus que nécessaire, pour générer des services dans l'intérêt général. Personne aujourd'hui ne peut se targuer de maîtriser à lui tout seul l'information générée sur un territoire. Et donc, je crois que le secteur public doit admettre d'une certaine manière que certains acteurs, autres acteurs, ont des données peut-être plus complètes, complémentaires, plus fiables, plus fines, touchant à nos politiques publiques. Probablement, pour donner un exemple, que certaines agences immobilières, pour pas citer de noms qui sont en première ligne, ont une meilleure appréciation de la tension offre-demande en matière de logement sur notre territoire. Cela pourrait effectivement peut-être, si on collaborait ensemble, permettre d'orienter une politique publique en matière de logement. Tout ça pour dire qu'en fin de compte, quel est le ciment finalement entre tous ces acteurs de nature très très différente, qu'ils soient publics ou privés, encore une fois, c'est le territoire qui nous unit. C'est là où on vit, c'est là où on consomme, on se déplace, on étudie, finalement qu'on se rencontre, qu'on se retrouve. Et je crois que c'est ce tiers de confiance, le territoire vraiment, c'est ce tiers de confiance dont on a besoin. Et on a la chance à Orléans d'être, je dis souvent, une métropole à taille humaine. Et ça aide beaucoup, je crois, dans le développement justement de cette confiance entre les acteurs. Et je crois que la performance, encore une fois, d'un territoire, ce n'est pas tant la taille, mais plutôt sa capacité à travailler en réseau et à se connecter à d'autres territoires. Et le carburant de ce réseau, c'est la data. Merci. Alors, c'est extrêmement intéressant comme entrée en matière par rapport à la thématique que nous allons aborder ce matin avec l'ensemble de nos intervenants. Il se trouve que parmi les intervenants, vous êtes le seul élu aujourd'hui et il était peut-être intéressant également en guise d'ouverture de savoir quel est votre regard sur la donnée, sur l'open data ou peut-être même plus largement sur la data dans l'action publique d'un point de vue politique, pris au sens large et non partisan du terme. Oui, bien sûr. Alors, je crois que les grandes collectivités comme les nôtres et d'autres, bien sûr, doivent donner l'exemple et être des locomotives de l'open data, de démontrer que l'ouverture de la donnée publique est un vrai levier pour mieux piloter et fluidifier l'action publique. Mais je dirais que l'open data n'est pas simplement une brique technique qui pourrait être traité, je l'ai déjà entendu, par la direction informatique. On m'a déjà dit oui, non, mais ça, c'est l'informatique qui va s'en... Non. C'est un vrai objet politique, d'abord. C'est comme ça qu'il faut commencer, je pense. Pour moi, l'open data doit être un vrai support d'une vraie gouvernance de la donnée au sein de notre métropole, afin de pouvoir piloter tout simplement des politiques publiques de manière plus efficace, plus fluide. Et cette gouvernance, je dirais, peut-être aurait pour mission d'assurer la production, la circulation, l'exploitation et le partage des données sur le territoire métropolitain. Cela implique bien sûr que les élus s'emparent du sujet, et donc ça nécessite une phase, je dirais, d'acculturation, parce que ce n'est pas forcément simple, ce ne sont pas des sujets forcément naturels, et ça bouge très vite, ça évolue très, très rapidement. Et ce sujet de l'open data doit aussi être vulgarisé à la fois pour le citoyen, l'élu et les secteurs privés, je crois, pour être au même niveau de compréhension. C'est grâce à ce socle de connaissances communes que l'on peut imaginer des cas communs d'usage. Et je crois que, encore une fois,
pour développer cette culture de la donnée dans les collectivités, il faut s'intéresser aux usages. On va parler, je crois, beaucoup d'usages. Et je dis souvent qu'il faut passer de la maîtrise d'ouvrage, pour beaucoup de sujets d'ailleurs, de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage. C'est vraiment par l'usage qu'on démontre l'intérêt de l'ouverture des données et du croisement de ces données. Et on sait en outre qu'une collectivité qui exploite déjà des données sera en bien meilleure posture pour les partager et les ouvrir. De toute façon, en fin de compte, le numérique a envahi des pans entiers des activités humaines, de nos vies, avec des données générées de toutes parts et qui concernent le fonctionnement de la cité dans son ensemble. Il est donc normal que le politique s'y intéresse pour éviter tout déséquilibre économique ou éthique et de s'assurer que l'intérêt général est respecté. Voilà donc pourquoi je pense que l'open data doit figurer dans toute feuille de route d'une action politique, qu'elle soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Merci beaucoup, Monsieur Tébibel. Je crois que c'est un plaidoyer politique que beaucoup parmi les participants et les intervenants qui vont suivre approuvent. Et on reviendra vers vous tout à l'heure, soit à travers les questions qui seront posées, soit de toute manière, on vous retrouve pour la conclusion de ce webinaire. Je vais maintenant m'adresser à Simon Chignard. Simon, bonjour. Vous êtes consultant indépendant, conseiller auprès du programme européen Urban Innovating Actions et enseignant à Sciences Po. Vous êtes aussi un ancien d'État Lab et à ce titre, vous avez participé à l'élaboration de la loi pour une République numérique votée en 2016, préparée en 2015, qui a instauré, parmi d'autres choses, cette obligation d'open data pour les collectivités en France. Il y a maintenant presque 10 ans, l'open data était présenté comme un déclic qui devait faire émerger de nombreux services, de nombreuses entreprises, bref, qui devait créer une valeur très importante. Et on avait d'ailleurs affiché, sans doute de façon un peu imprudente, un certain nombre de chiffres tout à fait spectaculaires sur le nombre d'emplois qui pouvaient être créés et la richesse produite. Il semble que l'on en soit un petit peu revenu. Qu'en pensez-vous ? Bien, alors tout d'abord, merci Jacques, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors je lis dans les sous-titres de l'introduction que je suis aussi donc appelé à faire acte de contrition sur les 10 dernières années de l'ouverture des données publiques en France, ayant pris une part à ce mouvement-là. Donc je vais commencer par cet acte de contrition, puis essayer de développer. Alors, blague à part, j'ai entendu une expression qui me semble tout à fait intéressante dans la bouche de Pascal Tébibel tout à l'heure, quand il parlait de monde complexe. Parce qu'effectivement, peut-être que ce qui nous a manqué quand on est parti il y a 10 ans, j'allais dire que le monde était beaucoup plus simple. Alors, je pense que c'est un constat qu'on pourra partager, que sans doute que globalement, le monde était beaucoup plus simple il y a 10 ans. Le monde, il était plus simple parce qu'on avait une vision qui était aussi beaucoup plus simple du sujet. Alors certains diront simpliste du sujet. Cette vision simple et simpliste du sujet reposait sur 3 postulats. Le premier, c'est qu'il y avait forcément des données dans les systèmes d'information des collectivités, de l'État ou autres. Le deuxième, c'est que elles n'attendaient qu'à être ouvertes, il nous suffisait de les ouvrir. Et puis le troisième, ça allait créer forcément des réutilisations, ça allait forcément utiliser des réutilisateurs. Et c'est ces 3 forcément, j'allais dire forcément des données, forcément il fallait les ouvrir et c'était simple de le faire, et forcément des réutilisateurs, sur lesquels on est véritablement, je crois, revenu depuis 10 ans. L'idée qu'il y avait forcément des données, c'est que l'open data, c'est peut-être l'un de ses principaux bénéfices, ça a servi quand même d'épreuve de vérité. Pour beaucoup d'administrations, encore une fois de collectivités ou de l'État, de se rendre compte véritablement, voilà, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on a vraiment, dans quel état sont les données, des questions de qualité, des questions de mise à jour, des questions de gouvernance, le terme a été évoqué déjà aussi. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il suffisait de les ouvrir. Là, pour le coup, on s'est aussi rendu compte assez rapidement, j'allais dire, on n'a pas attendu 10 ans, pour se rendre compte que le suffisait était un petit peu court. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la production, dans la mise à disposition des données. Pour vous donner juste un exemple, on estime qu'il y a plus de 200 à 300 personnes qui contribuent à la base Sirène d'identifiant des entreprises. C'est quelque chose qui est complètement invisible. Donc il y a cette idée-là de ça demande du travail et c'est pas. Et puis le dernier point, il y aurait forcément des réutilisateurs. Ça, je crois que c'était aussi une autre pour le coup un autre raccourci qui a été pris. Donc corollaire était l'idée que toutes les données se valent. Et je crois qu'on a aussi appris que toutes les données ne se valaient pas.
Dans la loi pour une république numérique que Jacques a évoquée tout à l'heure, il y avait bien l'idée dans un service public de la donnée de données de référence. Et ça, je crois que pour le coup, la démonstration de la valeur de réutilisation des données de référence, elle a été très claire et très rapidement établie. Donc, dans ces données de référence, on parle bien sûr plutôt de bases qui sont construites par l'État, comme la base d'identification des entreprises sirènes que j'évoquais tout à l'heure, le plan cadastral ou autre. Mais je crois que les collectivités ont vraiment aussi à jouer un rôle, et d'ailleurs, sur l'une de ces bases de données qui est la base d'adresse, ce sont bien les collectivités qui sont à l'origine du plan d'adressage. Donc je crois vraiment voilà, qu'il y a cette idée-là de revenir d'un monde plus simple ou partir d'un monde plus simple, peut-être une vision plus simpliste, et d'aborder, d'accepter toute la complexité aujourd'hui et des cas différents, des données, des contextes d'usage et de production. Merci beaucoup, Simon. Du coup, les choses ayant évolué à travers les différents points que vous venez d'évoquer, dans la perception, dans la compréhension et du coup peut-être aussi dans la lecture de la loi, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui aux collectivités qui, elles sont nombreuses, débutent dans l'open data? Est-ce qu'il y a un chemin différent à emprunter? Est-ce qu'il y a une manière de s'engager sur l'ouverture des données qui prennent en compte cette réalité que vous venez de décrire? Alors c'est une excellente question, mais avant d'évoquer le chemin, peut-être qu'on peut évoquer la destination. Il a beaucoup été, évoqué, je crois, les limites du principe d'open data par défaut. Alors le par défaut, c'est une très mauvaise traduction du principe en anglais de by default. Donc on préfère parfois dire par principe. Et un principe, ça fait pas une méthode. Ça, c'est sûr. Donc, il y a effectivement, voilà, d'être clair sur la destination, mais de savoir comment on y va. Si je reviens quand même sur le principe lui-même d'open data par défaut ou d'open data par principe, ce qu'il faut peut-être comprendre, et je me permets de le rappeler parce que on passe parfois sous silence. Dans notre pays, une grande loi numérique, c'est tous les 10 ans. C'est comme un train qui passe tous les 10 ans. La loi pour une république numérique, ça a été rappelé en introduction, c'est 2016. La précédente grande loi, c'était la loi sur la confiance en l'économie numérique, la LCEN, c'est 2004. Donc se poser quand même la question, en tout cas du côté de ceux qui accompagnaient le législateur au moment de la création de la loi pour une république numérique, et j'avais la chance d'en faire partie, de se dire est-ce qu'on prend ce train-là ou est-ce qu'on attend le train prochain dans 10 ans? Et donc ça, je pense que c'est quand même assez important de se remettre dans le contexte de se dire voilà est-ce qu'il fallait ou pas il y a quelques années poser ce principe-là, poser peut-être un train qui effectivement, et j'entends tout à fait les points en disant c'est un principe, c'est pas une méthode. Donc voilà, donc je pense vraiment ça c'est un point important. Alors qu'est-ce que je dirais moi aux collectivités qui veulent se lancer? Alors au-delà du fait qu'il y a tout un tas de gens aujourd'hui tout à fait compétents et de ressources qui existent, qui sont disponibles pour se lancer, peut-être à quelque chose un petit peu en contrepoint. Je pense que il est plus temps que jamais de rappeler que, en fait, on a besoin que les administrations publiques, que les territoires continuent à investir dans des données qui soient des données, des référentiels et des données infrastructures. Je prends juste un exemple très simple et sur lequel je sais d'ailleurs que le territoire qui participe à Bigoud s'est beaucoup impliqué, la question du changement climatique. Fondamentalement, on n'arrivera à rien si on n'a pas une bonne connaissance de ce qui se passe. Prenez une question très centrale et essentielle, comme la question de la consommation énergétique, la rénovation énergétique des bâtiments publics. Rares sont aujourd'hui les acteurs publics qui disposent d'une vision précise et complète et à jour de l'ensemble de leur patrimoine en matière immobilière. Et donc ça, c'est fondamental, j'allais dire, peut-être même avant de dire, et j'entends très bien hein, la valeur, et je partage cette idée que la valeur se construit beaucoup plus dans le croisement aujourd'hui que dans simplement l'ouverture. Mais fondamentalement, avant qu'une donnée puisse être partagée, croisée, exploitée, il faut qu'on puisse la produire. Et donc, je pense qu'il est vraiment temps de rappeler qu'il est essentiel pour des acteurs publics et a fortiori des collectivités de continuer à investir dans ces données qui sont des données référentielles. Il n'a pas encore été question de ce gros mot de souveraineté, mais ça me semble être tout aussi important. La capacité qu'ont les territoires à maîtriser une partie de leur devenir passe aussi par cette capacité à avoir sur son territoire la connaissance et à produire des données que sont ces grands référentiels. Merci beaucoup, Simon. On revient vers vous tout à l'heure. Je vais maintenant
m'adresser à Olivier Auradou. Olivier, bonjour. Vous êtes le directeur général d'Equitia, une structure innovante qui offre à ses membres un espace de partage de données. Equitia est une structure pionnière, notamment pour avoir pensé un cadre de confiance pour le partage de données entre acteurs publics et acteurs privés, mais également différents modèles économiques qui structurent et qui sous-tendent ce partage. Et d'abord, peut-être, parce que tout le monde ne connaît pas Equitia, qui s'appelait précédemment Occitanie Data, peut-être plus connu sous le nom d'Occitanie Data, une première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née Occitanie Data en quelques mots et quels étaient ses objectifs à l'origine? Oui, bonjour Jacques, bonjour à tous et merci pour l'invitation à m'exprimer dans ce webinaire très intéressant. Au départ, Occitanie Data, l'idée est née courant 2017, ça remonte maintenant, avec quelques acteurs de l'écosystème toulousain qui ont fait un constat commun. Le fait de se dire que le développement de l'économie de la donnée est plein de promesses, mais pour les réaliser, et au-delà de la simple open data, mais pour les réaliser, il faut lever des freins à l'accès et au partage de la donnée, car c'est évidemment qu'en les utilisant, qu'en utilisant ces données, qu'on crée de la valeur. Ces acteurs, c'était, on avait un élu de la région Occitanie, Bertrand Montubert, qui est aujourd'hui le président d'Equitia, qui était président d'Occitanie Data, qui n'est plus élu désormais, mais qui reste le président de la structure. Et il y avait des représentants du pôle de compétitivité spatiale Aerospace Valley, du CNES et de l'Université fédérale de Toulouse. C'est ce petit noyau qui, de discussion en discussion, ont partagé ce constat et se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est vraiment la spécificité, la genèse de notre structure, à savoir un collectif qui rassemble des collectivités, des entreprises du monde du privé, des institutions publiques et des acteurs du monde de la recherche et de l'enseignement. Courant 2018, ils ont rassemblé d'autres acteurs, 17 au total, qui ont été les membres fondateurs d'Occitanie Data. Je pense que c'était quelques-uns, IGN, Enedis, la Caisse des dépôts, Orange, Airbus, Météo France, Soprasteria, l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry. Et ils ont lancé, janvier 2019, une association baptisée Occitanie Data. Depuis 3 ans, cette structure a bien évolué, puisque nous sommes désormais 59 membres, très précisément, et toujours en gardant cette diversité de structures privées, publiques, recherche, et avec une approche transsectorielle, ce qui est là aussi une spécificité, là où aujourd'hui le monde de la data s'organise plutôt en vertical, dans des secteurs d'activité définis. Et là, c'est aussi pour nous, en tout cas, c'est une force d'avoir ce côté transsectoriel. Parce qu'on le voit bien, hein, tous ceux ici qui travaillent sur la donnée le savent, si on a un sujet des enjeux de santé, il va y avoir besoin de données de mobilité, de données environnementales, de données peut-être socio-économiques, etc. etc. Contrairement à ce qui a pu se passer peut-être dans d'autres territoires, il ne s'agissait pas, la région Occitanie n'a pas décidé de monter une infrastructure et de travailler après sur la question de sa gouvernance, mais de travailler dès le début le sujet de la gouvernance et de la gouvernance de la confiance. Comment on instaurer cette confiance entre ces différents acteurs. Cette confiance, on a travaillé sur différents axes, des enjeux éthiques, l'éthique au sens large, hein, pas que les sujets de RGPD, de données personnelles, vraiment au sens large, l'impact environnemental, les biais, l'explicabilité, etc., l'inclusion des citoyens, ce qui n'est pas simple. La question évidemment des modèles économiques, comment on met en place des modèles économiques équitables avec une juste répartition de la valeur créée, là aussi des modèles différents de ce que nous imposent les GAFAM, les modèles dominants, et puis des enjeux technologiques, comment on peut par exemple permettre d'accéder à la donnée sans la déplacer. On a travaillé tout ça avec différentes instances, beaucoup d'instances à la mode après un think tank, de partage, de retour d'expérience, partage de connaissances, aussi de création de communs, par exemple la charte éthique des usages des données, qui a été baptisée charte éthique d'Occitanie Data, mais qui n'est pas une charte spécifique au fonctionnement d'Occitanie Data, qui est une charte qui a été créée, mise sur la place publique en mi-2020, après un an de travail en collectif, de pouvoir servir au plus large. Et je vais reprendre un terme que vous citez parfois, Jacques, et que je trouve qui convient bien, qui résume un point essentiel de ce qu'on a réussi à faire à Occitanie Data et qui perdure aujourd'hui dans Equitia, c'est bâtir un égrégore qui a permis justement de faire ce lien et de créer cette confiance entre ces acteurs et qui permet après d'aller plus loin. Merci beaucoup, Olivier, pour ce premier point. J'ai une deuxième question à vous poser parce que vous avez construit donc un modèle qui repose sur ces échanges, en tout cas sur la capacité des acteurs à échanger dans un cadre qui a été construit par Equitia.
Et nous sommes dans un webinaire d'un programme européen, BeGood, qui vise à identifier des mécanismes créateurs de valeur et de richesse avec de la data, en l'occurrence l'open data. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, parce qu'on entend beaucoup parler d'Occitanie Data et d'Equitia, mais un sujet qui peut intéresser les participants aujourd'hui et qui peut intriguer également, c'est de savoir quel est le modèle économique d'Equitia. Oui, tout à fait. Au début, Occitanie Data, son premier nom est au départ une association de préfiguration. Dès le début, il y avait cette volonté d'identifier un véhicule juridique qui puisse incarner la confiance et permettre d'associer acteurs publics et privés. On a identifié fin 2020 le GIP, le groupement d'intérêt public, comme étant ce bon véhicule, à même de garantir à la fois l'intérêt général, tout en permettant de faire travailler ensemble public et privé, de développer une activité économique, puisqu'on a pris un GIP. Pour la petite histoire, il y a des GIP à caractère administratif ou à caractère industriel et commerciaux, et c'est cette deuxième version qu'on a choisie. Alors, c'est pas simple de mettre en place un GIP, c'est lourd, on y travaille depuis mai 2021 en essayant de faire valider la convention constitutive au niveau ministériel, même interministériel, puisqu'on a voulu donner une dimension nationale et transsectorielle à ce GIP. Et du coup, ça nécessite la signature de plusieurs ministères. Donc, c'est effectivement lourd, mais c'est cette garantie, selon nous, d'être acteur de confiance. On garde, il y a cette problématique aussi, cet enjeu de garder à la fois un ancrage territorial, régional en l'occurrence pour nous, qui est ici du coup en Occitanie pour nous, territoire de naissance et d'expérimentation, avec l'ambition de peser, d'intervenir à l'échelle nationale, voire européenne. Et cette structuration elle est importante pour permettre de définir des notions communes, de faire des liens, de parler aussi de sujets d'interopérabilité et de réplicabilité avec ce qui peut se passer ailleurs, et de pouvoir les appliquer, les tester à des cas d'usage, faire aussi des POC, par exemple, au plus près du terrain. Et je pense que là, il y a aussi un lien important avec ce qui a pu se faire sur l'open data, où alors, je ne suis pas un expert de la chose, je suis arrivé sur le tard sur ces sujets, mais de ce que j'ai pu en comprendre, et vous n'hésitez pas à me contredire si ce n'est pas le cas, mais l'open data s'est développé pendant des années dans des territoires. Chacun a bâti un peu sa plateforme, a fait son travail pour ouvrir l'open data, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de réflexions partagées ou de justement cette notion d'interopérabilité ou de réplicabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, sur cet accès, ce mix entre comment on croise données privées, données publiques, comment on ouvre tout ça, comment on travaille ensemble, je crois que les réflexions elles sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui entre les territoires et c'est aussi un enjeu d'efficacité quelque part et de sobriété. Donc, on essaie d'ouvrir, voilà, d'être aussi un lien entre ces différents acteurs et de travailler là-dessus. Et pour terminer sur la partie vraiment modèle économique, le GIP demain ou l'association aujourd'hui, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire un mix entre des cotisations qui permettent d'asseoir un socle. Parce que nous, ce qui coûte cher chez nous, c'est les RH. Equitia, c'est une équipe de 7 personnes, des profils variés, pluridisciplinaires, sur une éthicienne de la donnée, des juristes du numérique, data scientists, économistes de la donnée. Et c'est important d'avoir tous ces profils-là, mais ça coûte cher. Et donc, on a un mix entre une cotisation qui font à peu près 2/3 de notre budget, et puis une partie de prestations qu'on réalise. On a aussi une subvention de fonctionnement de la région Occitanie qui nous a aidé sur le début, notamment à bien structurer la structure. Mais voilà, les prestations, on peut faire de l'accompagnement, de l'analyse, de la recommandation éthique, notamment pour des cas d'usage, ou un label éthique de solutions numériques qu'on vient de lancer également, qui nous permet d'avoir une activité économique qui peut faire vivre la structure, le GIP demain, l'association aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Nous allons passer à une première vague de questions-réponses avant d'aller ensuite sur un deuxième temps, une deuxième partie de ce webinaire. Peut-être, Olivier, je vous laisse la parole tout de suite avec une question qui nous est posée dans le fil, qui est de savoir s'il y a ou pas une contradiction ou une complémentarité entre, d'un côté, les obligations d'open data et les politiques d'open data des collectivités et le développement de marketplace d'autre part. Parce qu'il y a une chose importante dans ce que vous nous avez dit ou dans ce que vous ne nous avez pas dit, c'est que dans le modèle économique d'Equitia, il n'y a pas de commercialisation de la donnée. Marketplace, ça n'est pas nécessairement pour se vendre ou s'acheter de la donnée, c'est aussi des lieux d'échange. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, parce que parmi vos projets, il y a au moins une marketplace. Alors effectivement, nous-mêmes, on ne possède pas ni commercialisons pas de données, c'est effectivement un point important. Néanmoins, alors
les marketplaces, ça peut permettre effectivement de monétiser de la donnée, mais ça peut aussi permettre de valoriser, à mon sens, potentiellement de valoriser de l'open data en la mettant aussi à disposition, permettant de la rendre accessible. Il y a un vrai enjeu sur l'open data, c'est de savoir qu'elle existe, de la faire connaître et de la rendre accessible. Parce que là encore, si elle n'est pas utilisée, elle ne sert à rien. Nous-mêmes, on a été intégré dans un consortium qui a répondu à la création d'une marketplace, la Space Data Marketplace, espace de marché de la donnée spatiale, sur lequel on apporte, nous, toute la couche éthique, consortium qui est piloté par Dawex. Et donc, on n'intervient pas sur le côté commercialisation ou des usages qui y sont faits, des données qui sont mises, mais je pense qu'il y a de la place pour l'ensemble. Moi, je vois complémentaire. Pour répondre à la question que je vois dans le fil, c'est David, je crois. Pour moi, c'est plus complémentaire, c'est pas contradictoire avec l'open data. Je ne sais pas, Simon, qui a rallumé le micro. C'était pour compléter peut-être l'intervention. Oui, c'était alors, mais je souscris entièrement au propos d'Olivier. C'était rebondir peut-être parce qu'il y a une autre partie de la question qui était autour de l'idée de l'avenir de l'open data passe-t-elle par des tiers de confiance ou par des idées de data trust. Et je voulais rebondir là-dessus parce que tout à l'heure dans le propos liminaire, j'ai essayé de dire aussi voilà la source du droit autour de la loi pour une république numérique, le fait que ça passait tous les 10 ans. En fait, il y a de très fortes raisons de croire qu'il n'y aura pas d'inspiration nationale d'un futur cadre sur les données. L'inspiration, elle est européenne aujourd'hui, d'accord? Comme sur la majorité des questions, les sources du droit, elles sont plutôt européennes. Et donc, il y a plein de textes qui sont en discussion en ce moment, l'acte sur les données, le Data Act, le Data Governance Act, l'acte sur la gouvernance des données, qui introduisent, je crois, vraiment des vraies ruptures en matière de manière de penser les choses. Et notamment, il y a la création de ce statut d'intermédiaire de données. Donc, cette idée qui répondrait en plus, je crois, vraiment à l'une des problèmes, l'une des complexités aujourd'hui, de dire, en fait, il y a peut-être d'autres gens sur cette chaîne de valeur entre des producteurs de données, des réutilisateurs, il y a peut-être des intermédiaires. Et donc se pose quand même la question de savoir si les collectivités elles-mêmes pourraient être ces fameux intermédiaires de données. C'est pas fondamentalement dans l'esprit, en tout cas du législateur européen, puisque la stratégie européenne sur les données est plutôt pensée en termes business, on va dire, que véritablement intérêt général et service public, même si c'est aussi sur la photo. Mais voilà, il y a sans doute à imaginer demain d'autres modèles. Tout à l'heure, j'ai entendu aussi le terme de tiers de confiance, mais voilà, de structures publiques qui pourraient avoir un mandat très clair sur les données et avec tout un tas de services rendus aussi bien aux producteurs qu'aux réutilisateurs. Merci beaucoup, Simon. Je me permets de signaler, en prenant quelques instants, vous m'en excusez, ma casquette de président de l'Observatoire Data Publica, la publication d'un cahier de recherche il y a quelques semaines sur la question des cadres de confiance et des tiers de confiance et d'un webinaire spécialement dédié faisant notamment écho à l'évolution du droit européen dont Simon nous a parlé, que vous pouvez retrouver sur le portail de la Banque des Territoires. Le cahier de recherche est lui-même accessible gratuitement sur le portail de Data Publica. Une autre question peut-être à l'attention de Pascal Tébibel concernant les écosystèmes à mettre en place. Comment est-ce qu'on anime sur un territoire le fait que des acteurs publics et privés coopèrent et travaillent ensemble? Alors, on a en tête les uns les autres dans l'histoire de la data, de l'ouverture des données par les collectivités locales, ces premiers hackathons il y a une dizaine d'années avec des associations, des startups, des réutilisateurs locaux, et puis progressivement peut-être des dynamiques un peu plus larges pour aller jusqu'à ce que Olivier Auradou nous a décrit, à savoir des acteurs majeurs, des acteurs économiques, des grandes entreprises d'un territoire qui se rapprochent des pouvoirs publics. On n'aurait sans doute pas imaginé ça il y a 10 ans, pour construire ensemble des espaces de travail et de partage de la donnée. Alors peut-être un peu entre les deux, savoir à Orléans Métropole sur quoi repose cette dynamique, comment cet écosystème qui utilise et qui prend appui sur la data se structure ou s'est structuré. D'abord, il y a la base. Vous savez, c'est même si on ne parle pas de données, il faut que les acteurs se connaissent. Et si vous saviez comment parfois, et la crise n'a pas arrangé les choses, mais ça a été un catalyseur aussi de ça, les acteurs ne se connaissent pas forcément sur un même territoire. Une entreprise ne sait pas qu'elle a une petite entreprise à côté qui peut lui fournir le même service. Alors, elle va chercher ailleurs, bien plus loin. Donc déjà, il faut tout simplement que les gens se retrouvent physiquement, il faut connaissent.
la grande entreprise, la filiale régionale de grande entreprise, la start-up. Là, on a un incubateur, je suis aussi président de Technopod, donc on essaye aussi de de mieux faire connaître le tissu des start-up au tissu économique et notamment aux PME et aux TPE. Donc, c'est vraiment les commerçants, vous voyez, enfin, c'est vraiment les acteurs économiques au sens large. Il faut des gens qui se retrouvent physiquement. Donc, il faut organiser, voilà, c'est tout bête, mais des moments d'échange pour mieux se connaître les uns les autres. Utiliser les associations d'entreprises. Je crois beaucoup, on a pas mal de parcs d'activités sur la métropole et qui ont le fait qu'ils réunissent énormément d'acteurs différents, petits et grands, et ils ont des associations et ils se voient très régulièrement. Et on essaye maintenant aussi, nous, d'accompagner ces rencontres. Déjà, mieux se connaître. Et ensuite, effectivement, ce qu'on peut faire, nous, ce qu'on a commencé à faire aussi, c'est de l'open innovation, c'est-à-dire de faire aussi des hackathons, des événements qui permettent à des grandes entreprises, effectivement, de soumettre des sujets pour faire travailler des écoles. Donc, il y a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Donc, il y a ça aussi, les jeunes, il faut les associer à ça. C'est l'écosystème. Les jeunes aussi, les futurs salariés font partie aussi de l'écosystème pour leur faire connaître aussi toutes les possibilités, les faire travailler sur des sujets d'avenir et les startups du coin. Donc, déjà, c'est tout simplement que les gens se retrouvent et apprennent à se connaître. C'est la base. Et après, effectivement, on peut passer à une étape supérieure et commencer à parler à des données, ce qu'on génère, la qualité de ces données, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Mais déjà, il faut se connaître. Peut-être, Jacques, si je puis me permettre de rajouter un petit mot, je souscris totalement à ce que vient de dire M. Tébibel. Et je rajouterais peut-être un élément, c'est l'esprit, en tout cas, qui fait corps au sein d'Equitia, c'est l'esprit de coopétition. Pour les acteurs, je pense que c'est évidemment au départ pour les acteurs privés. J'oserais dire que ça marche aussi pour les acteurs publics, puisqu'on a, nous, des collectivités qui ne sont pas forcément du même bord et qui sont au sein d'Equitia, et ça marche très bien. Mais voilà l'idée, et donc pour le monde du privé, là aussi, on a pas mal d'acteurs qui sont concurrents par ailleurs, mais qui se retrouvent. On a par exemple tout un projet autour de la création d'un data space, en tout cas des modalités de fonctionnement d'un data space territorial multisectoriel, où on a une trentaine de nos membres, donc y compris certaines entreprises qui se font concurrence par ailleurs, qui travaillent ensemble, qui ont détaché des collaborateurs pour travailler ensemble à la création de ce concept. Et la concurrence, en fait, elle est vraiment, et moi j'y reviens, c'est avec les GAFAM, peut-être un peu moins, mais quand même avec les modèles asiatiques, BATX et autres, la concurrence, elle est vraiment là. Et nous, on a ce modèle européen, cette troisième voie à travailler ensemble, définir ensemble des éléments communs. Et en tout cas, je pense que le monde de la data permet d'avoir cette approche-là. Ce qui n'est pas forcément vrai partout ailleurs, mais la data permet de rassembler aussi dans un esprit de coopétition. Merci Olivier. Gardez le micro ouvert parce qu'il y a une question pour vous avant que nous ne revenions sur le programme Bigoud dans quelques instants avec nos autres intervenants. On voit bien qu'on parle là depuis le début de ce webinaire d'échange de données, de partage de données, qu'il s'agisse de données publiques mises au pot commun, entre guillemets, au titre de l'open data, de données publiques qui par ailleurs sont parfois mises en partage sans être ouvertes, ce qui pose des questions au regard de la loi, mais qui se justifient souvent à bien des égards également, et puis de données privées. Et vous avez évoqué les uns les autres la question de la confiance. Alors, on a une question qui peut s'adresser à tous les trois, mais peut-être d'abord à vous, Olivier, qui est de savoir si la confiance se joue au niveau organisationnel ou au niveau individuel. Comment est-ce qu'on encadre tout cela? Quels sont les leviers? Quels sont les points d'attention? Je dirais bien potentiellement les deux, mais au départ, la confiance, ça ne se décrète pas, on le sait, ça se travaille et nous, par exemple, à la jeunesse d'Occitanie Data et Equitia désormais, ce sont tous des individus qui ont engagé, y compris des représentants, par exemple, de Soprasteria ou Atos, qui sont des grosses entités ou un élu régional, et c'est lourd une collectivité comme une région, mais qui ont tissé des liens ensemble, amené une vision commune, partagé une vision commune, construit quelque chose, et après ont réussi à amener leurs institutions, leurs organisations qui sont rentrées. Effectivement, il faut que l'organisation vienne. Si on parle de levier, ce n'est pas une personne toute seule qui va pouvoir faire bouger les choses, mais ça part des individus au départ, de la vision d'individus et de la rencontre d'individus. Je crois beaucoup. Et après, il y a la confiance. Ça, c'est la confiance, on va dire, entre acteurs sur la chaîne de valeur de la donnée. Et puis après, il y a la confiance avec les usagers. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Jacques, vous savez très bien les enjeux qu'il y a à ce sujet-là. Et la confiance, elle a besoin aussi d'être faite avec les usagers qui peuvent être des citoyens comme des clients, hein, peu importe. Mais
le point d'intention, il est peut-être encore plus là maintenant. Avec une particularité française que nous avons eu l'occasion de détailler par ailleurs et d'y travailler ensemble, Olivier, qui est qu'en France, nos concitoyens ont confiance dans les acteurs publics et notamment dans les acteurs publics locaux sur la manière dont ils gèrent leurs données. Et c'est un point tout à fait important qui peut nous paraître tout à fait naturel vu de notre fenêtre, mais qui n'est pas quelque chose de partagé de par le monde. Il y a beaucoup de pays où ça n'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose d'important, ce qui amène d'ailleurs parfois des collectivités à se présenter elles-mêmes comme étant un tiers de confiance, le terme propre étant plus probablement d'être un acteur de confiance dans ce dispositif. L'open data est une brique essentielle de cette démarche. Elle a servi, entre guillemets, à amorcer la pompe dans bien des territoires. Et c'est le point central du programme BeGood. Et nous allons revenir maintenant sur le programme BeGood en lui-même. Et je vais accueillir Marina Aletti et Vanda Turksi. Marina et Vanda, vous avez été toutes les deux les chevilles ouvrières du programme BeGood. Marina pour le Loiret, Vanda pour Orléans. Le programme se termine au bout de 6 ans et d'une certaine manière, ce webinaire est le clap de fin. J'ai 2 questions rapides pour chacune d'entre vous. D'abord, s'il fallait retenir un seul enseignement en matière de gestion des données durant ces 6 ans, quel serait-il? Chacune de votre point de vue. On commence par vous, Marina. D'accord. Bonjour tout le monde. Déjà, moi, Jacques, je tiens à vous remercier de nous faire parler devant des experts comme Simon et Olivier. Vraiment, je me sens très honorée et un peu aussi émue. Oui, BeGood, effectivement, ces 6 ans, c'était vraiment une masterclass pour nous, pour tous les partenaires du projet et en particulier, je pense, pour nous deux, en fait, Vanda et moi, sous différents angles d'intérêt. Et moi, en fait, je voulais parler plutôt en ce qui me concerne sur l'importance, on en a parlé effectivement avec les autres intervenants, de la mise en place, d'établir effectivement une gouvernance autour d'un projet data qui soit solide, mais en même temps effectivement capable de s'adapter lors d'imprévus qui peuvent arriver sur un projet de ce type. C'est vrai que c'est peut-être banal parce qu'en fait, l'importance de poser une bonne gouvernance, c'est valable pour tout type de projet. Mais encore plus, là, quand on touche à la date, on touche souvent en fait à l'humain et on a un impact sur l'humain. Là, Olivier tout à l'heure parlait d'usagers qui peuvent être des citoyens ou des clients, mais moi, je rajoute aussi les collègues. Et donc, pour revenir à l'expérience vécue dans le cadre de BeGood, et plus en particulier, effectivement, le sous-projet, le défi qui portait sur la circulation, la continuité de circulation avec le développement de la solution Via Pro, c'est-à-dire cet outil de crowdsourcing pour les professionnels et gestionnaires de la route. Quand on a fait développer cette application suite à une demande politique nos élus avaient effectivement, en 2016, des inondations de 2016, avaient exprimé la volonté de trouver une solution territoriale pour faire face à des crises comme des crises d'inondation. Mais cette volonté ne s'était pas traduite en volonté de changer des métiers ou des pratiques métiers. Donc, nous, dans la première phase, en fait, on n'avait pas pris en compte les changements qu'une solution de ce type pouvait certainement aller impacter effectivement nos collègues. On ne l'avait pas pris en compte et effectivement, on a vécu quelques problèmes entre-temps. Heureusement, le projet nous a permis effectivement de rebondir et de faire une deuxième réitération sur cette solution et d'intégrer effectivement les personnes qui, au sein du département, par exemple, étaient les premières à être impactées dans leur quotidien. C'était les agences des centres de travaux qui sont toujours sur la route et qui ont déjà d'autres priorités et que maintenant, ils ont un outil qui va lui faciliter la vie, mais ça va lui changer aussi leur quotidien. Donc, Merci Marina. Je pense que l'idée de se dire qu'un projet data doit être appuyé, structuré, orchestré par une gouvernance de la donnée est quelque chose aujourd'hui sans doute assez admis, mais je rappelle que votre programme, vous l'avez lancé il y a 6 ans et je crois que sur ce plan-là, les enseignements sont aussi
tout à fait intéressant. Et pour celles et ceux qui voudraient avoir le détail de ce que vous venez d'indiquer sur le fonctionnement des applications que vous avez développées, je vous renverrai, on vous remettra tout à l'heure l'adresse des webinaires précédents où nous avons pu les détailler. Vanda, vous aviez un rôle similaire à celui de Marina, non plus pour le département du Loiret, mais pour la métropole. Donc, même question, s'il y avait un seul enseignement à retenir en matière de gestion des données après ces 6 années d'expérimentation financée sur fonds européens, quel serait-il? Bonjour Jacques, bonjour à tous. Merci aussi d'être parmi vous, parmi les experts et parmi M. Tedibel. Donc effectivement, je suis un peu nostalgique aujourd'hui parce que ces derniers 6 ans ont passé très vite et l'Open Data a fait aussi un parcours depuis 2016. Il y a 6 ans, notre objectif, c'était vraiment d'ouvrir nos premiers jeux de données à Orléans Métropole. Et Bigoud était finalement une très bonne raison pour ouvrir les données plutôt ciblées donc dans la mobilité et dans l'environnement. Donc, c'était déjà quelque chose de bien parce que c'était vraiment des données concrètes, donc dans un objectif très concret. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on sait que juste pour ouvrir les données, ce n'est pas forcément suffisant. Et je pense, je soulignerais vraiment l'usage qu'on fait de la donnée. Donc, on a déjà parlé, c'est vraiment, je pense, important de se questionner dans quel but on ouvre les données, pour qui. Est-ce que c'est même pour les collègues en interne? Est-ce que c'est pour des entreprises? Est-ce que c'est pour le grand public? Et donc, pour être un peu plus précise, parce que finalement, cette valeur de la même donnée peut être très différente pour le grand public que pour les entreprises ou en interne. Donc, notamment dans le cadre du projet sur la continuité de circulation, donc, dans lequel on a développé l'application VIA Pro, on a déjà beaucoup abordé dans les précédents webinaires les données de travaux, qui a vraiment une valeur en interne et en externe. Donc, en interne, dans la métropole, il y a déjà des données arrêtées, qui est finalement une donnée de référence, mais ces données deviennent vraiment, il y a vraiment de la valeur pour les entreprises, pour le grand public, si on ajoute aussi la valeur temps réel. Donc, ils deviennent vraiment de données de référence, une donnée utilisable, une donnée intelligente, compréhensible pour le grand public. Et pour aussi donner un autre exemple sur notre deuxième projet, donc autour des parcours, des balades environnementales. Donc, il y avait des données biodiversité qu'en interne, c'est une donnée de métier avec les normes scientifiques. Mais pour qu'on la rende vraiment utilisable pour le grand public, il faut vulgariser, il faut, avec des noms communs, avec les photos, donc vraiment rendre compréhensible pour le grand public ou même pour les touristes, traduire ces données. Donc, il y a un vrai travail sur la qualité des données en interne pour rendre compréhensible pour les publics en externe. Donc, vraiment se mettre à la place de l'usager, ou même travailler avec l'usager directement. Merci beaucoup pour ce point positif. Alors, j'ai une deuxième question pour chacune d'entre vous. Un programme sur 6 ans, c'est beaucoup de choses. Vous avez évoqué là toutes les deux rapidement des différents aspects du programme. Pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, on les a détaillés dans les webinaires précédents. Il y a des résultats concrets, nous l'avons vu, on a partagé de l'expérience avec des entreprises, des grandes entreprises, des startups qui ont travaillé avec vous. Il y a eu des dispositifs de relations avec les citoyens, vous venez de l'évoquer également, Vanda, mais il y a aussi eu, en 6 ans, et c'est normal, des difficultés. Et nous sommes là en train de faire un petit peu le bilan à travers ce webinaire. Vous avez choisi de tout nous dire. En 2 minutes chacune, est-ce que vous pourriez nous partager une difficulté particulière ou un regret au bout de ces 6 ans? Et je vous passe la parole à nouveau, Vanda, s'il vous plaît. D'accord. Donc, effectivement, on a parlé du succès, et donc dans le cadre d'un projet européen, il y a du succès, du concret, mais il y a aussi des difficultés.
Donc, à ce propos, j'aimerais aborder le volet transnational, qui est vraiment une exigence importante des projets européens. On passe des projets européens avec des partenaires, donc il faut travailler en transversalité et donc répondre aussi à certaines exigences européennes, pas seulement des besoins locaux donc, ou régionaux. Et donc, à ce propos, au début du BIGood, on a vraiment beaucoup misé sur la partie transnationalité en publiant nos cahiers des charges en anglais pour attirer des entreprises étrangères à répondre à nos cahiers des charges. Mais on a dû faire face finalement de la réalité parce que même pour une start-up française, c'était difficile de répondre compliqué à notre marché public sans parler d'une entreprise étrangère, que ce soit francophone ou pas, parce que nos plateformes restent quand même en français, même si le cahier des charges est en anglais. Et donc, nous avons également fait beaucoup d'efforts de travailler avec nos partenaires en transversalité. Nous avons essayé d'échanger nos données, notre méthodologie, dans l'espoir de construire vraiment une expérimentation ensemble, commune. Mais là aussi, on a rencontré des barrières parce que les données ayant des différentes normes, des différentes langues, donc ça nous aurait demandé beaucoup d'efforts pour finalement arriver à un petit résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, il reste encore des efforts à faire pour pouvoir vraiment construire des projets transfrontaliers avec plus de cohésion. Merci, c'est très intéressant. C'est un projet sur fonds européens, donc c'est d'autant plus important ce que vous venez d'indiquer. Merci de nous partager en transparence cette difficulté et ce regret. Marina, aucun regret ou malgré tout aussi un point que vous souhaiteriez mettre en avant? Ah si, Jacques, comme vous m'avez posé cette question, je n'ai pas hésité. Le regret, en fait, concerne, c'était même une frustration, en fait, pour moi. Concerne, vous l'avez évoqué en début de webinaire, qu'effectivement, les deux collectivités ont porté 3 projets. Et l'un de ces projets, en fait, de cas d'usage, plutôt, c'était sur la sécurité routière. Et donc, en fait, sur la prédiction, disons, du risque d'accident de la route, en fait. Et c'était une expérience excellente dans le sens que ça nous a permis de créer et d'expérimenter un petit écosystème public-privé dans lequel on avait effectivement, on a exploité les données de Waze un peu qu'on récupère, mais effectivement, ça nous a permis d'approcher la direction générale de la gendarmerie nationale. On a travaillé avec une assurance, Coyote, pour faire quelque chose qui restait malheureusement un prototype avec un tableau de bord avec des données historiques. On a travaillé aussi avec le SDIS qui nous a permis de mieux qualifier les données des assurances parce que l'idée c'était de voir si avec les données d'accidents matériels, Sandrine lors d'un précédent webinaire en avait parlé, les accidents matériels, là où il n'y a pas de décès ou de blessés, pouvaient nous permettre de prédire des zones plus accidentogènes. Donc, le problème, c'était que donc, la durée de ce projet n'était pas assez longue pour assurer une pérennité de ce petit écosystème mis en place. Et c'est vrai que si je réfléchis, j'entendais parler tout à l'heure effectivement Olivier et Simon, ce qui manquait dans cet écosystème, c'était certainement la recherche en fait et l'université qui peut-être aurait pu donner effectivement cette profondeur et cette pérennité à un écosystème, un test d'écosystème pour que ce soit plus réplique, vu qu'il y avait un aspect de modélisation des données. Et donc, à la fin du projet, on a dû s'arrêter sur le prototype parce que aussi la question c'était est-ce que le département est l'organisme légitime pour pouvoir continuer, vu qu'effectivement on a un tas de missions au sein du département qui deviennent souvent prioritaires dans le concret au quotidien. Donc, l'aspect recherche, je pense que ça aurait pu aider le projet à rester et à continuer à grandir. D'ailleurs, effectivement, s'il y a quelqu'un d'intéressé, moi, je suis prête à présenter ce qu'on a fait sur Safer Road, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait, pour que éventuellement un autre acteur soit en mesure de reprendre un peu le flambeau. Merci.
Merci beaucoup, Marina. C'est un projet très intéressant. On a eu l'occasion, en préparant ce webinaire, d'en parler. Il y a quelques autres territoires qui ont aussi développé quelques prototypes en la matière, mais aujourd'hui, ça reste des choses assez expérimentales dans différents endroits et on peut imaginer que demain, il y ait des acteurs, peut-être Equitia, peut-être d'autres, qui se penchent de façon globale pour capitaliser les expériences des uns et des autres et essayer d'aller plus loin sur ces outils de modélisation prédictive de l'accidentologie, qui est un sujet qui intéresse évidemment les acteurs publics en charge de nos routes, mais également de nombreux acteurs privés, notamment les assureurs, et pas uniquement. On a quelques expériences internationales également sur le sujet qui pourraient être partagées. Nous allons enchaîner maintenant avec une intervention sous forme de conclusion provisoire de Pascal Tébibel. Donc, on revient vers vous, monsieur le vice-président. On va vous proposer d'intervenir un petit peu pour clôturer à la fois ce webinaire et plus largement cette série de webinaires. Nous avons évoqué, lorsque nous avons eu un échange préparatoire tous les deux, un sujet qui est, je le crois, tout à fait approprié pour servir un peu de point d'orgue, mettre en perspective l'ensemble de ces travaux qui ont été menés. Ce sujet, c'est celui de l'utilisation de plus en plus massive des données, quel que soit leur statut, par les collectivités territoriales. Et d'une certaine manière, le programme BeGood, vous me l'avez dit en tout cas comme cela, vous a servi de programme test, vous a servi à la collectivité d'Orléans Métropole d'essais, mais de grandeur nature, parce que sur la durée, avec des sujets qui ont été opérationnalisés, de tests pour voir comment mettre de façon beaucoup plus globale la data au service des politiques publiques. Et vous souhaitiez illustrer cette ambition et cette volonté à travers un exemple qui est une trajectoire pour mettre la data au service de la transition écologique. Je vous laisse la parole. Oui, merci, absolument. Oui, on a traversé une crise sanitaire qui a bousculé nos vies et nos modes d'organisation, qui parfois nous a forcés à nous réinventer. Nous traversons en ce moment une crise géopolitique majeure qui remet en cause un certain nombre de nos certitudes sur le plan de la souveraineté stratégique, à la fois sur le plan politique, technologique ou économique. Mais tout ceci ne doit pas faire oublier une autre urgence, qui est une urgence qui est là depuis de nombreuses années, prégnante, c'est l'urgence climatique et qui ne peut plus attendre. Je crois que le moment un petit peu… il y a eu un moment historique au moment de la COP 21 en 2015 qui a révélé quand même le rôle majeur qu'ont les villes et les territoires dans la lutte contre le dérèglement climatique. Comme vous le savez, les villes abritent près de la moitié de la population, puis on sait qu'en 2050, ce sera près de 2 tiers. Les villes concentrent 70% des gaz à effet de serre, utilisent 70% des ressources, génèrent autant de déchets. Donc, en fait, c'est les villes qui concentrent finalement les problèmes, mais c'est dans les villes qu'on va trouver les solutions. Tous ces flux qui sont créés dans la ville, que ce soit des flux d'énergie, de population, de matière ou de déchets, génèrent des données qu'il est nécessaire de capter, de mesurer, d'analyser pour en tirer des conclusions et de déterminer des plans d'action. Et c'est comme il a été dit, hein, il est nécessaire d'investir dans la production de ces données, qui est un enjeu de souveraineté territoriale. Et si on en revient au cas d'Orléans Métropole, une des priorités du mandat, qui en est le fil rouge, c'est la transition écologique pour accélérer la transition vers un territoire beaucoup plus résilient et sobre en carbone. Alors évidemment, vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette transition sans une stratégie de la donnée avec une captation, une mesure et un traitement de ces données, que ce soit de l'eau, de l'énergie, mobilité, l'utilisation des sols, le suivi de la végétalisation urbaine, enfin, etc., etc. Il y a énormément de dimensions à ce sujet-là. Et bien sûr, beaucoup de collectivités ont mis, comme vous le savez, mis en place des PCAET, donc les plans climat et énergie. Mais pour ça, vous avez besoin de données en mode dynamique, car si vous ne savez pas d'où vous partez, d'avoir une ligne de base, vous ne pourrez pas ensuite mesurer le suivi. Ça ne servira strictement à rien. Ce sera un rapport de plus qui prendra la poussière sur une étagère. Et là, je crois qu'on a aussi une politique vraiment volontariste, résolument volontariste dans la région centre de Val-de-Loire, avec la préconfiguration d'un Climate Data Hub, dont l'enjeu est de vraiment mettre la donnée au service de la transition. Donc, avec ces données fiables sur notre environnement, ça pourrait permettre de construire des modèles prédictifs
qui, avec l'intelligence artificielle, nous permettrait de travailler sur différents scénarios et d'explorer des champs du possible. Car je crois, en fin de compte, il y a bien une leçon à tirer de toutes ces crises, c'est l'anticipation. Nous devons mieux nous préparer et mieux anticiper. Et pour ça, la maîtrise de la donnée et des échanges de données est vraiment une réelle nécessité. Et pour dire que, pour finir, l'enjeu climatique et environnemental, qui sera vraiment le défi de ces prochaines décennies, nécessitera une maîtrise et une stratégie de gouvernance de la donnée à la hauteur de ce défi. Et je pense que cela peut être un catalyseur vraiment pour accélérer l'appropriation de ce sujet, le sujet de l'open data, à la fois par les citoyens, les acteurs publics et les entreprises. Voilà, je pense que ça peut vraiment être un catalyseur de nos sujets. Donc, pour conclure, je voudrais remercier Monsieur Priol et toute l'équipe et les intervenants pour l'organisation de cette série de webinaires avec un contenu de très grande qualité. Je pense que ça peut aider déjà à toucher du doigt la réalité de l'open data à partir de cas concrets que l'on a mis justement en œuvre, qu'on a commencé à mettre en œuvre dans le Loiret et sur la métropole. Je crois que c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir continuer à investir du temps, de la pédagogie, des moyens. C'est clairement des moyens qu'il faut mettre à la disposition de cette stratégie. Et je ne voudrais pas terminer sans personnellement remercier la direction du numérique de la métropole, à la personne de Nadine Poisson, qui par ses actions et la qualité de ses experts, et je remercie encore Vanda, qui a été instrumentale, comme on dit, sur ce sujet, pour qu'ils ont contribué vraiment à ce que Orléans Métropole fasse, je prêche pour ma paroisse, mais enfin je peux le faire puisque vous me demandez de conclure, je pense qu'ils ont contribué de manière très efficace pour faire que Orléans Métropole fasse partie des pionniers en matière d'open data et en faire en sorte que ce sujet devienne une réalité au quotidien qui nous permet d'être plus efficaces au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Tébibel. Ce petit feuilleton consacré à la donnée vous a été proposé tous les lundis de ce mois de mars par Orléans Métropole et le département du Loiret. Je tiens également à remercier Marina et Vanda qui se sont particulièrement investis dans ce travail de bilan. C'est une page qui se tourne pour Bigoud, mais c'est aussi une véritable page professionnelle qui se tourne pour L2. Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, non sans un petit peu d'émotion. Je veux aussi remercier Sandrine Gérard et Nadine Poisson qui ont porté cette formule originale en guise de roadshow d'un programme européen et les remercier de m'avoir proposé de jouer ce rôle d'animateur à vos côtés. Je crois que nous avons beaucoup appris à travers ce partage d'expériences. Bien sûr, je salue nos intervenants qui se sont succédés ici depuis début mars, des élus, des cadres territoriaux, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des producteurs et des utilisateurs de données. Les 4 webinaires sont à retrouver en intégralité sur YouTube. On va vous remettre une dernière fois le lien dans le chat et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci. Merci à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.